Désolé. OK. Alors, on a une séance un petit peu plus courte que d'habitude. Il y a 4 demandes d'explication et 3 questions orales à l'ordre du jour. On commence par la demande d'explication de M. Haïdar concernant l'état des logements appartenant au fonds du logement. La parole est à vous. U hebt het woord. Dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, beste collega's. Als burger en volksvertegenwoordiger mag ik mij zorgen over de staat van de woningen die eigendom zijn van het Brusselse Woningsfonds. Het is immers de taak van de publieke operatoren om het voorbeeld te geven in zaken het recht om een behoorlijke huisvesting. Helaas ontvang ik steeds meer klachten van huurders over de staat van hun woning. Zij klagen over problemen zoals lekkende dakken, schimmel op de muren, slechte isolatie en verouderde elektrische installaties. Deze problemen kunnen niet alleen de gezondheid van huurders schaden, maar ook de energierekening van de huishoudens verhogen en leiden tot hogere kosten voor het woningsfonds op lange termijn. Om te beginnen zou ik graag mee te weten komen over het aantal woningen dat het woningsfonds momenteel beschikt en verhuurt, als ook het aantal woningen dat reeds gerenoveerd werd en het aantal woningen dat nog gerenoveerd moet worden. Ik ben van mening dat het belangrijk is om de bestaande woningen in een goede staat te houden en te investeren in de renovatie van de verouderde woningen. Daarnaast wil ik graag weten hoe het woningsfonds omgaat met klachten van de huurders, dat een van de grootste problemen voor mij is. Worden deze klachten serieus genomen en opgevolgd? Worden er proactief opgetreden om klachten te vermijden? Er werden in het verleden klachten neergelegd bij de directie gewestelijke huisvestingsinspectie met betrekking tot huurwoning van het woningsfonds. Zoals ik eerder zeg, het is belangrijk dat het woningsfonds als publiek operator het goede voorbeeld geeft in zaken het garanderen van het recht op een behoorlijke huisvesting. Ik zou dan ook graag vernemen welke concrete stappen u van plan bent te nemen om de staat van de woningen binnen het woningsfonds te verbeteren en het woningsfonds als geheel te laten voldoen aan de normen voor een behoorlijke huisvesting. Ik dank u al voor uw antwoord, mevrouw de minister. La parole est à madame... Oui, mais il n'y a personne qui s'est manifesté, donc c'est qu'ils ne veulent pas. Madame Benamou, la parole est à vous. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de volksvertegenwoordiger, ik dank u voor uw vraag. Excusez-moi, madame. Visiblement, madame de Jong veut intervenir. Très bien, excusez-moi. Madame Benamou, la parole est à vous. Momenteel bestaat het huurwoningbestand van het woningfonds uit de 1585 woningen, waarvan er 1524 het voorwerp uitmaken van een lopende huurovereenkomst. De vrijgekomen woningen worden afhankelijk van hun staat en de duur van hun laatste bewoning volledig gerenoveerd of weer in verhuurbare staat gebracht. In de loop van het jaar 2022 werden 19 woningen gerenoveerd en 48 woningen weer... Non? Ouais, ah ben voilà, comme ça c'est mieux. Je vais prendre un grand micro alors. Non, parce qu'il y en a qui... Parce que sinon je dois me mettre comme ça. Mais je sais qu'il y a des longs micros. C'est celui-là, comme à côté de Martin, par exemple. Ouais, voilà. Mais oui, mais c'est tout ça. Allez, Martin, au secours, la ministre. Martin, solidarité entre camarades, chez toi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Voilà, c'est mieux. Ouais. Hein. On prend pas ça au compte rendu, hein. Non. Dus in de loop van het jaar 2022 werden 19 woningen gerenoveerd en 48 woningen weer in verhuurbare staat gebracht. Vooraleer een huurder een woning betrekt, worden de gas-, verwarmings- en elektriciteitsinstallaties door een erkende instantie geïnspecteerd. In 2022 werden er dus 56 woningen werken ter verbetering van de energieprestatie uitgevoerd. Sinds 2000 zijn 609 woningen volledig gerenoveerd en 868 woningen weer in verhuurbare staat gebracht. Grote renovatiewerken kunnen pas worden uitgevoerd nadat de huurders zijn vertrokken.
Niettemin worden er ook in de mate van het mogelijk interventies gepland op bewoonde sites. Wat uw vraag over klachten van huurders betreft, moet u weten dat alle klachten worden gecentraliseerd en worden ook geanalyseerd en opgevolgd nadat de oorzaak van het probleem is vastgesteld, waarvoor in bepaalde gevallen een bezoek ter plaatse nodig is, krijgt een onderneming de opdracht een interventie uit te voeren. Een van de genomen proactieve maatregelen houdt in dat er bij de renovatie van woningen bijzondere aandacht wordt besteed aan de badkamers, keukens en technische installaties. Jaarlijks worden inspectiebezoeken gepland om risico's te voorkomen en het patrimonium in goede staat te houden. In 2022 heeft de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie 5 klachten van huurders ontvangen. 4 van deze klachten hebben geleid tot de verzending van een inbrekstelling met de verplichting de noodzakelijke werkzaamheden of aanpassingen uit te voeren. Bij al deze dossiers werden de werkzaamheden binnen de opgelegde termijn uitgevoerd. Een enkele klacht heeft geleid tot de oplegging van een verhuurverbod en in dit specifieke geval konden de noodzakelijke werkzaamheden niet voor het verstrijken van de termijn worden uitgevoerd, omdat eigenlijk de huurder geen toegang tot de woning had gegeven en de woning vervolgens was gekraakt. Tot slot uw laatste vraag betreft over de concrete stappen die het fonds onderneemt om de staat van de woningen in zijn bestand te verbeteren, kan ik u zeggen dat jaarlijks preventieve inspectiebezoeken worden gepland, waarbij voorrang wordt gegeven aan de langst bewoonde woningen. Zowel de gemeenschappelijke als de private delen worden tijdens deze bezoeken geïnspecteerd, waarbij de gezondheids- en veiligheidsaspecten voorrang krijgen. In gebouwen met meer dan 10 woningen ontmoeten multidisciplinaire teams de huurder ter plaatse. De technische problemen worden dan in het bijzonder besproken. Dankzij deze inspectiebezoeken kunnen onderhoudswerken in de bewoonde woningen worden gepland. En in 2022 werden naast de werkzaamheden in de vrijgekomen woningen in 162 woningen op bewoonde sites grote werken uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om dakrenovaties, gevelisolatie, nieuw buitenschrijnwerk en de vervanging van verwarmingsketels. Daarnaast werden het afgelopen jaar ook 1632 technische interventies uitgevoerd in de bewoonde woningen. Ook de educatieve begeleiding van huurders worden uitgebreid, in het bijzonder om hen vanaf het moment van hun intrek te helpen om de juiste handelingen te verrichten voor een goed beheer van hun woning of om de technieken in de nieuwe lage energiewoningen onder de knie ook te krijgen. In 2022 is een bewustmakingscampagne over rationeel energiegebruik georganiseerd. Die begint dit jaar, is herhaald. Er is een eerste deel van een gids voor huurders opgesteld en dit kan geraadpleegd worden op de site eigenlijk ook van het fonds. Het fonds heeft vanaf 2022 bovendien ook een jaarplan voor de verbetering van de energieprestatie van 50 woningen ingevoerd met als doel, dus eigenlijk tegen 2040, een gemiddeld EPB-certificaatniveau van C+ te bereiken voor zijn volledige patrimonium. Hierbij wordt voorrang gegeven aan de gebouwen met 2 tot 3 woningen die het laatste energieprestatieniveau hebben. En tegen 2040 zullen er dus in 1035 woningen werken zijn uitgevoerd ter verbetering ook van de energieprestatie. Ik dank u. La parole est à monsieur Haïdar. Dank u, meneer de voorzitter. Dank u, mevrouw de minister. Ik heb veel antwoord gekregen, maar ik ga toch even verdiepen in 2 zaken. In verband met de jaarlijkse inspectie. Daar zeg je nu vandaag dat elke appartement wordt eigenlijk geïnspecteerd 1 keer per jaar. Dat is eigenlijk de bevestiging dat u mij geeft vandaag. En na deze inspectie beslissen jullie eigenlijk om eigenlijk werk uit te voeren of niet, als dat nodig is. Dan is het eerste. 2, als ik heb dat goed begrepen, zijn het 1550 woningen. En er zijn er 609 die volledig gerenoveerd zijn geweest.
Die zijn volledig gerenoveerd. Dat betekent eigenlijk, moet het ook eigenlijk regelmatig gecontroleerd? Of zeg je nee, deze woning eigenlijk hebben wij pas gerenoveerd en is dat binnen 3, 4 jaar? Want ik kan niet inbeelden dat u hier zoveel inspecteurs hebt of genoeg mensen om dat alle die woning te controleren. Want de klacht dat we kregen, en misschien is dat interessant dat we die bundelen, en dat sturen we een keer door. Want de vraag is niet als het werk wordt uitgevoerd. Het probleem is eigenlijk dat de termijn, dat de mensen moeten maanden wachten voordat eigenlijk dat die werk wordt uitgevoerd. En ik weet niet, heb je daar een gevolg van elke dossier? Want ik krijg een heel mooi antwoord van u vandaag en ik ben net blij als dat zo is. Maar wat eigenlijk onze discussie dat we hebben gehad met niet met 1, niet met 2, met 20-tal families, dat is eigenlijk de termijn, maar ook eigenlijk het gevolg totaal afwezig is. Dus ik weet niet, ik wil graag een antwoord op deze vraag als dat kan, alstublieft, mevrouw de minister. Zoals ik al zei, hebben we dus de cijfers voor 2022 gekregen en het zijn 5 klachten, dus die ingediend werden bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie. Dus 4 van deze klachten, dus er waren er 5, 4 van deze klachten hebben geleid tot de verzending van een inbrekstelling met de verplichting eigenlijk de noodzakelijke werkzaamheden of aanpassingen uit te voeren en het werd gedaan. En bij 1 heeft het niet geleid eigenlijk tot de werkzaamheden omdat de huurder geen toegang gaf tot zijn woning. Dus voor 2022 waren er maar 4 klachten. Dus de opvolging van de dossier wordt wel gedaan dus door onze administratie. Dus voilà, maar u heeft het zeker over een andere persoonlijke dossier. Dus daar kunnen we over niet discussiëren vandaag. Maar ik kan u geruststellen dat als er klachten ingediend werden, dat de controles gedaan worden en dat we vragen als het inderdaad nodig is om de werkzaamheden te laten doen, zelfs door de woningfonds. En het werd gedaan. Ja, maar kunnen we praten over klachten? Wat betekenen klachten? Is dat interne klachten binnen de woningsfonds of is dat klachten bij... Ik zei een klacht ingediend bij mijn administratie, dus in de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie. Dus dat is bij de regionale administratie, niet bij de woningfonds. Ja, maar dat is wat ik vraag nu vandaag, over de klacht interne bij de woningsfonds. Want daar gaat eigenlijk het probleem. Dat eigenlijk de mensen op alle moment als ze willen overgaan, dan zeggen ze ja, sorry, maar ik wil geen probleem, misschien ga ik dat zo oplossen. Dat is het probleem vandaag. Het gaat niet over het deal. Ik denk dat on ne doit pas parler de la deal, mais on parle vraiment de la plainte interne au niveau du woningsfonds et des suivis qui sont faits par les dossiers. Et là, il y a un problème parce que les gens vous disent à un moment donné, non, mais on ne veut pas aller plus loin. Et puis, qu'est-ce que ça va engendrer comme coût? Comment ça va se passer? Qui va suivre ça? C'est ça mon probleem aujourd'hui. Ik heb het alleen maar over dat. Ik begrijp het, maar als ik lees uw vraag, want het was eigenlijk geschreven dat er klachten neergelegd werden bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie in het verleden. Dus voor ons was het eigenlijk voor ons logisch dat we u de cijfers gaven voor de klachten voor onze inspectie op het regionaal niveau. En daarom hebben we eigenlijk de cijfers niet voor de woningfonds. Maar wees er eigenlijk echt gerust. De woningfonds doet zijn best als er een klacht ingediend wordt, als er gevraagd wordt om de woning te laten verbeteren. De werkzaamheden ook. Het werd gedaan door de woningfonds. Ja, maar of anders kan ik nog op een ander moment, meneer de voorzitter, terugkomen met de cijfers misschien in verband met de klachten voor de woningfonds. Ja, dat kan ik doen, want ik heb die eigenlijk niet vandaag. Ik heb 2 vragen gesteld en een van onze vragen was ook, daarnaast wil ik graag weten hoe het woningsfonds omgaat met klachten van huurders. Donc, dat is mijn eerste zin. Donc, ik denk eigenlijk, ik wil geen pingpongspelletje met jou doen, ik wil je gewoon zeggen dat eigenlijk, we hebben duidelijk die vraag ook gesteld om interne te zien, want dat is het probleem, niet bij jullie, bij de deal. C'est pas pour la deal, moi je parle vraiment au niveau interne et je vous parle des suivis puisque j'ai moi-même téléphoné en faisant passer pour une des personnes et je vous assure que c'est pas beau à entendre. De klachten worden in de woningfonds gecentraliseerd en ook geanalyseerd. Dus de woningfonds doet haar werk. Misschien, zoals u zei, niet snel genoeg, maar ze doen het wel. Maar bon, voilà, ik kan het wel begrijpen dat het ook niet snel gaat voor de mensen als ze enkele weken of maanden misschien moeten blijven in hun woning. Als er iets defect gaat, ik kan het ook begrijpen. Hè? Dus, maar we wees gerust, we opvolgen die dossier zeer goed. Ok, l'incident est clos. Alors on vient de me demander d'intervertir 2 demandes d'explication. On va commencer par celle de M. Kennis,
concernant l'inventaire des biens vacants et le droit de gestion publique. La parole est à vous, M. Canis. Mais vous pourriez au moins me féliciter d'avoir accepté. Et merci à M. Mampaka, bien Merci, Monsieur entendu. le Président. Ben, c'est la courtoisie, non? Merci, monsieur Mampaka. Même si c'était pas Dis, bon, arrête mais- ton char. M. Canis, c'est à vous. Merci. Néanmoins. Geachte mevrouw de staatssecretaris, de Brusselse Burgerassemblée vraagt in haar resolutie huisvesting dat er dringend werk wordt gemaakt van een exhaustieve inventaris van alle leegstaande gebouwen om deze terug beschikbaar te maken om in te wonen. Wanneer een duurzame renovatie nodig is, moet dat gebeuren. Wanneer dat niet kan, stelt ze een tijdelijke bezetting voor. Wanneer gebouwen echter toch nog blijven leegstaan, vindt de Assemblée dat de overheid strenger moet optreden met bijvoorbeeld boetes en taxes of in het ultieme geval dat het toch blijft leegstaan, het openbaar beheerrecht om eigenlijk het goed in handen te nemen. Diezelfde doelstellingen worden nagestreefd door de ordonnantie die we hier hebben gestemd tot wijziging van de Brusselse huisvestingscode in zaken het openbaar beheerrecht en de leegstaande woningen. We stemden die op 25 maart 2022, dat is ondertussen een goed jaar geleden. Het openbaar beheersrecht voorziet exact deze doelstelling, maar ook een betere inventaris en een betere afstraffing of bestraffing van de structurele leegstand in die ordonnantie. U zal zich herinneren dat ik positief was over de ordonnantie op zich, maar dat ik er ook op aandrong dat vooral de toepassing moet worden bewaakt. De ordonnantie is ondertussen een jaar gestemd en sinds het einde van 2022 zijn ook de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. Aan collega Genot hier in de commissie gaf u te kennen dat een ondersteuningscel is opgericht bij de gewestelijke dienst voor leegstaande woningen, dat de gemeenten en OCMW hun eigen prioriteiten zullen kunnen stellen en het gewest hen hierin financieel steunt, middels leningen van een geplafonneerde renovatiekost per vierkante meter om eigenlijk de woningen in orde te brengen. Uit die antwoorden bleek verder dat er geen geografische focus of spreiding zal komen aan dit beleid. De gemeenten zijn vrij om het recht op openbaar beheer al dan niet toe te passen en er is geen specifiek budget per gemeente of per wijk voorzien. In antwoord op mijn vraag hierover in januari gaf u mee dat het nog vroeg was om het beleid te evalueren, omdat de wetgeving pas aangepast was en de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. We leerden dat er op dat moment 6 huisvestingsreferenten waren, maar dat er tegen februari 2013 16 zouden moeten zijn. Dat zou dus vandaag moeten zijn. De gewestelijke dienst onderzocht destijds 2187 dossiers. We veronderstellen, want dat was toen niet heel duidelijk, dat dit de vermoedelijk leegstaande woningen waren die op dat moment in de database stonden. Op een geschat aantal van 10.400 à 26.400 woningen lijkt dat nog niet zoveel. Leegstaande woningen vaststellen is natuurlijk een eerste stap. Daarna moeten ze actief op de markt gebracht worden, gerenoveerd worden, eventueel tijdelijk bezet of in openbaar beheer genomen. Als dat allemaal faalt, moet de eigenaar effectief bestraft worden, waarbij niet enkel het betekenen van de boete, maar vooral ook het betalen ervan een essentiële stap is. De betaalde boetes financieren immers het Fonds voor Openbaar Beheer, dat dan weer instaat voor de financiering van de werken die nodig zijn om de woning te verhuren. Gezien de stijgende kost van bouwmaterialen en de inflatie kan men zich afvragen of de bestaande financieringsmechanismen met die renteloze lening van €1176 per vierkante meter afdoende de kosten dekken van het openbaar beheer. Ik had dan ook graag een stand van zaken gehad op het openbaar beheer en die inventaris van leegstaande woningen en ik had volgende vragen voor u. Hoeveel woningen zijn er per gemeente momenteel opgenomen in de databank met vermoedelijk leegstaande woningen? Hoeveel daarvan zijn gecontroleerd? Hoeveel daarvan zijn effectief leegstaand bevonden? Hoeveel waarschuwingen zijn er dit jaar al verzonden naar eigenaars? Hoeveel boetes zijn er betekend? Hoeveel boetes zijn er effectief ook geïnd en dat ook per gemeente? Welke reactie kreeg de gewestelijke dienst op de 524 verzonden waarschuwingen van 2022, waarin u in een voorgaand antwoord melding van maakte? Wat was het totaalbedrag van de 267 betekende boetes? Hoeveel ervan werden ondertussen betaald en voor welk bedrag werden er effectief boetes betaald? Zijn aan eigenaars alternatieven aangeboden, zoals tijdelijke bezetting met sociale doeleinden? Hoeveel vragen tot uitoefening van het openbaar beheerrecht ontvingen de gemeentediensten en of de gewestelijke controlediensten dit jaar per gemeente? En hoe vaak is die procedure eigenlijk uiteindelijk opgestart? Hoeveel openbaar beheerrecht is er gevraagd en toegepast? Ten slotte, welke hindernissen zijn er voor de openbare beheerders? Wat de financiële drempels betreft voor de gemeenten, zijn de plafonds voor de leningen voldoende hoog of heeft u overwogen om op basis van offertes te werken in plaats van een vast bedrag per vierkante meter? Alvast bedankt voor een stand van zaken betreffende het openbaar beheerrecht. Monsieur Oriagli a demandé la parole. La parole est à vous. Merci. Voilà. Je remercie Bertin Mampaka d'avoir intervenu. Voilà.
Il aime être remercié. Donc, je remercie également mon collègue Pépin Kenis d'aborder ce sujet. Nous le savons, pour endiguer les loyers trop chers à Bruxelles et assurer le droit à un logement abordable, nous devons faire en sorte qu'un maximum de logements soit disponible pour les locataires et éviter à tout prix la vacance immobilière. Encore plus lorsque nous savons que plus de 50 000 ménages sont en attente d'un logement social à Bruxelles. Actuellement, trop de biens immobiliers restent vides, malgré les sanctions qui étaient mises en place. Le nouveau cadre légal du droit de gestion publique a été réformé et est entré en vigueur fin décembre de l'année dernière pour alléger la procédure, la rendre plus simple pour qu'elle soit plus efficace. Certains freins ont ainsi été levés. Inventaire et identification des logements présumés inoccupés au niveau régional, augmentation du plafond par bien, renforcement des équipes d'enquêteurs, ou encore la remise sur le marché pour les propriétaires les plus récalcitrants, modalité de reprise du bien par le propriétaire mieux encadrée, qui permet une plus grande stabilité pour l'OIP. L'audition avec les chercheurs de l'ULB-VUB en février 2022 nous a rappelé à quel point il est difficile d'avoir une idée précise du nombre de logements inoccupés, ni leur état dans notre région. Selon leurs estimations, 10 000 bâtiments seraient présumés vides en région Bruxelles-Capitale, soit 17 000 à 26 400 logements inoccupés. En effet, l'obligation faite aux communes de transmettre l'inventaire des logements inoccupés situés sur leur territoire n'était que très partiellement remplie. Des moyens supplémentaires ont ainsi été dégagés afin de pallier à ces manques. On peut parler notamment de l'équivalent temps plein communal financé par la région, le référent logement, avec un subside de 60 000 € par an. Sa mission principale sera de prendre contact avec les propriétaires en infraction afin de les accompagner à faire occuper à nouveau leurs biens. Voici mes questions, Madame la Ministre. Pourriez-vous dresser un inventaire de l'état de vos discussions avec l'ensemble des communes bruxelloises sur la mise en œuvre du dispositif de droit de gestion publique? Combien de référents contrats logement sont engagés à ce jour? Et enfin, concernant l'étude de l'ULB-VUB relative à l'élaboration d'une base de données régionale des logements présumés inoccupés, pourriez-vous nous en donner les principaux résultats à mi-parcours? Est-il envisageable que le directeur de l'équipe de recherche vienne présenter en commission logement les résultats du deuxième volet de l'étude tel que cela avait été réalisé l'année passée? Je vous remercie. Madame Genot avait demandé la parole pour le groupe écolo. Merci. Vous le savez, c'est un dossier qui nous tient à cœur. Donc, deux aspects, je dirais, la lutte contre les logements vides de manière globale, et on l'a vu, les derniers chiffres qui reprenaient l'ensemble des taxes payées montraient qu'il y avait encore qu'une toute petite minorité de logements vides qui étaient concernés par ces taxes. Donc, on est vraiment demandeur à ce que, je dirais, les perspectives que vous nous avez présentées pour pouvoir toucher beaucoup plus de logements se concrétisent assez rapidement. Et deuxième aspect, par rapport au droit de gestion publique en tant que tel, on pense vraiment que l'outil que vous avez proposé est un outil prometteur, que le fait d'avoir une cellule au niveau régional qui appuie les communes, que ce soit au niveau financier ou juridique, est intéressant. Mais on voit à l'heure actuelle, avec les effets de la crise sur les communes sont vraiment dans des positions de fragilité dans leur comptabilité et ne sont pas tellement enclines à lancer de nouvelles initiatives pour l'instant, vu la situation de précarité budgétaire que beaucoup connaissent. Et donc, la situation a un peu évolué par rapport au moment où on a pensé le projet. Donc, je pense que c'est l'occasion, avec cette interpellation, de refaire un peu le point avec vous, de voir est-ce que les communes sont quand même en capacité de s'appuyer sur le dispositif que vous proposez? Est-ce qu'il faut une intervention financière supplémentaire pour qu'elles puissent se pencher sur des projets de gestion publique, vu les prix à l'heure actuelle de la moindre rénovation quand on travaille avec des marchés publics et autres? Ou deuxième aspect, est-ce que ce n'est pas à la région, à un moment, de vraiment, quand une commune signale un bâtiment qui serait vraiment un bon outil qui pourrait être pris en gestion publique, est-ce que ce n'est pas à la région elle-même
de pouvoir se lancer dans ce type d'initiative, vu la situation de précarité des communes. Je vous remercie. Alors, je n'ai plus de demande d'intervention. Je donne la parole à Madame la secrétaire d'État. Monsieur le Président, merci. Meneer de volksvertegenwoordiger, monsieur, madame les députés. Ik dank u al voor uw vragen. Wat betreft de gewestelijke gegevensbank van de vermoedelijk leegstaande woningen. Deze databank bestaat uit alle adressen van het gewest, waaraan op basis van verschillende criteria een indicator voor bewoning of leegstand wordt toegekend. Zo werden op basis van de gegevens van de onderzoekers van de VUB en de ULB eind 2022 en door strikt dezelfde leegstandcriteria toe te passen als vorig jaar. Dus laag waterverbruik gedurende de laatste 4 jaar en geen domicilie gedurende ook de laatste 4 jaar. 3084 prioritaire adressen werden geïdentificeerd. Dankzij de indiensttreding tussen februari en maart van de nieuwe medewerkers van de controlecel worden de adressen met het sterkste vermoeden van leegstand de komende dagen grondig gecontroleerd. Ik bezorg u via het secretariaat ook van de commissie een overzicht met de verdeling per gemeente van de prioritaire adressen in 2023. Ter herinnering, in 2022 heeft het team van Brussel Huisvesting 275 prioritaire adressen gecontroleerd op een totaal van meer dan 7000 onderzoeken. Wat betreft het aantal waarschuwingen dat dit jaar aan eigenaren is gestuurd en het aantal boetes ook, dat werd bekend en geëind, bezorg ik u ook, net als bij de vorige gegevens, via het secretariaat van de commissie dus ook 2 overzichtstabellen met deze gegevens per gemeente. Wat betreft uw vraag over het gevolg dat het gewest heeft gegeven aan de 524 waarschuwingen die in 2022 zijn verstuurd, wil ik erop wijzen dat de administratieve procedures over meer maanden zijn gespreid. De eigenaars hebben namelijk eerst 3 maanden de tijd om op de waarschuwing te reageren en daarna zijn er eventuele beroepstermijnen. Dat betekent dat de cijfers over de besluiten van 2022 niet per se rechtstreeks verband houden met de 535 waarschuwingen die in dit jaar zijn verzonden. In dit verband bezorg ik u ook via het secretariaat van de commissie ook de uitsplitsing van de verschillende types besluiten in 2022 naar aanleiding ook van een waarschuwing. Wat betreft de informatie die aan de eigenaars wordt verstrekt, moet u ook weten dat eigenaars in het kader van de controleprocedure systematisch ook de volgende oplossing aangeboden krijgen. Dus ten eerste het info dat het mogelijk is om het verhuren via sociale verhuurkantoren, dat er renovatiepremies en doorverwijzing ook naar Homegreet en nadien, als het onmogelijk is te discussiëren met de eigenaar, het openbaar beheersrecht. Het opzetten van tijdelijke bezetting van leegstaande woningen valt echter niet onder de bevoegdheid van de dienst leegstaande woningen van Brussel Huisvesting. Quant à l'exécution de procédures de droit de gestion publique par les services des communes et par les services de contrôle régionaux, l'envoi de courrier de demande de visite pour 6 logements, constituant la première étape aussi de la mise en œuvre de la procédure de droit de gestion publique, a été réalisé à l'adresse de leurs propriétaires par notamment la commune de Etterbeek au mois de mars. Ces adresses concernent en fait tant des biens insalubres que inoccupés. En outre, 2 courriers de demande de visite ont également été envoyés par la régie foncière, la régionale, avec le soutien de la cellule réhabilitation de Bruxelles Logement. Et donc les adresses des biens là sont situées à Woluwe-Saint-Pierre, Watermal-Boisfort et en fait ce sont 2 communes non signataires du contrat logement. Donc comme on n'a pas de contact direct avec la commune, alors là c'est la région qui prend l'initiative. Les visites notamment de ces différents logements sont en cours. Des échanges ont également eu lieu avec d'autres communes pour activer le droit de gestion publique dans les semaines à venir, notamment avec la commune de Berchem-Saint-Agathe, de Saint-Gilles,
de Molenbeek-Saint-Jean et de Koekelberg. Et on continue encore le tour des communes, puisque je vois notamment Ixelles la semaine prochaine, Schaerbeek. Donc voilà, on continue à discuter avec les bourgmestres et les échevins en charge du logement. De hindernissen die in de analysefase voorafgaand aan de hervorming van het wettelijke kader zijn ook vastgesteld, zijn overigens weggewerkt. En dit wil zeggen, de procedure is dan ook vereenvoudigd en versterkt. De bedragen ook van de leningen aan de gemeente en OCMW zijn ook aangepast. En er is ook een celrehabilitatie opgericht binnen Brussel Huisvesting om openbare beheerders gedurende het hele proces ook te ondersteunen. Wat betreft het indexbare plafond voor het gewestelijke lening aan de gemeente en OCMW's van €1176, exclusief BTW, te renoveren bruto vierkante meter, is het te vroeg eigenlijk om uitspraken te doen over de voorziene bijdrage, aangezien de eerste bezoeken nu worden uitgevoerd. Er zal uiteraard een evaluatie aan gebeuren van de financieringsdrempels. En voor de hervorming van de wetgeving mocht de lening niet hoger zijn dan €50.000 per woning en werd ook de lening beperkt tot 70 of 90% van het bedrag van de werken. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe wettelijke kader kan de lening nu voor een woning van 100 vierkante meter bijvoorbeeld tot dus €117.600 bedragen. Het gaat dus eigenlijk aanzienlijk meer middelen voor de renovatie van woningen in openbaar beheer. Ter herinnering, dit bedrag is ook vastgesteld door het uitvoeringsbesluit en is gebaseerd op de definitie van lichte werkzaamheden. Die is opgenomen in het besluit van 19 januari 2017 van de Brusselse hoofdstedelijke regering betreffende het stadsbeleid, wat de gemeente reeds toepassen. En tenslotte wordt de laatste hand gelegd aan een kaderovereenkomst voor de opdracht van werken, waarin Brussel Huisvesting zal optreden als aankoopcentrale voor de openbare beheerders. De overeenkomst zal binnenkort aan de regering worden voorgelegd. Hierdoor kunnen de gemeenten en OCMW's concurrente tarieven hanteren en worden de procedure om een renovatiebedrijf in te schakelen en ook eenvoudiger te maken. Donc, oui, Madame Genot, j'ai répondu à vos questions. Donc, effectivement, la région, elle peut appliquer le droit de gestion publique. Donc, elle a déjà envoyé des courriers, notamment dans les communes que j'ai citées. Mais des rencontres que j'ai pu avoir déjà avec certaines communes et en discutant avec des bourgmestres et des échevins en charge du logement, ils sont vraiment tous prêts, en fait, à mettre en œuvre le droit de gestion publique. Et ce qui est plus facile pour eux aujourd'hui, c'est aussi d'avoir accès, en fait, à cette base de données. Ils ont aussi une meilleure connaissance du territoire et donc parfois connaissent déjà, en fait, certains propriétaires peuvent déjà essayer de trouver certains arrangements en fait à l'amiable en leur disant ben voilà, le droit de gestion publique aujourd'hui il est vraiment réformé, on va l'appliquer. Et donc ça pousse aussi en fait les propriétaires à trouver déjà des solutions avant d'appliquer le droit de gestion publique, parce que c'est ce que je dis toujours aux échevins, aux bourgmestres, voilà, ça reste quand même toujours quelque chose de négatif de prendre le bien en gestion, mais en tout cas ils sont tous prêts à le faire si nécessaire. Ils sont bien conscients que la région est là pour pouvoir les aider, les appuyer, les accompagner avec cette cellule de 8 équivalents temps plein, ce qui est quand même inédit. Et je pense que les communes, elles ont toujours été demandeuses plutôt, d'avoir des équipes qui soient là pour les épauler, surtout les petites communes, et d'avoir enfin les fonds nécessaires pour pouvoir rénover les biens comme il faut. Mais on continue à être attentif à leurs demandes. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de réticence, en tout cas, de la part de communes que j'ai rencontrées, que du contraire. Ils trouvent qu'enfin, la réforme est bonne et pourra être appliquée. Et effectivement, demande d'être accompagnée. Et donc, on est là, voilà, à leur écoute. On a la DUL aussi qui est toujours présente. Et donc, il y a enfin, je pense, une autre dynamique qui s'est installée aussi au niveau de la politique du logement à Bruxelles. C'est qu'on ne travaille plus de manière cloisonnée. C'est qu'enfin, on fait travailler tous les services. Et on n'oppose plus non plus région et commune. Mais ce qu'on veut, c'est une vraie collaboration. Et on a commencé en fait dès le premier jour, et aujourd'hui on voit ça porte ses fruits, parce qu'il y a aussi un espèce de climat de confiance qui s'est installé, et donc les communes ne voient plus la région comme comment est-ce que je pourrais le définir, enfin, ne ressent plus non plus. Voilà, exactement, comme un partenaire, tout à fait, et qui est prêt en fait à aider et à trouver des solutions, parce que notre objectif, il est commun en fait. Mais voilà, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie.
Mais si jamais il devait arriver encore d'autres demandes d'aide et de soutien, évidemment, qu'on continuera à trouver des solutions comme on l'a toujours fait. Je vous remercie. Alors, la parole est à monsieur Kennis voor votre réplique. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dank u wel, mevrouw de staatssecretaris, voor alle antwoorden en ook de meer gedetailleerde antwoorden die we dan zullen toegestuurd krijgen. Ik ben benieuwd om te zien hoe de verdeling ook per gemeente is, of dat daar bepaalde dingen in zullen terugkomen. Twee dingen. Het ging over de budgetten voor die renovaties. U zegt dat dat gebaseerd is op lichte renovaties. Voor woningen die lang leeg staan, weet ik niet of dat de correcte benaming is. En ik denk, de controles zullen het moeten uitwijzen, maar of dat er altijd sprake zal zijn van een lichte renovatie, weet ik niet. Het kan zijn dat er soms veel grondiger moet gerenoveerd worden. We weten dat er woningen zijn die al 15 jaar leeg staan. Dan zal een lichte renovatie onvoldoende zijn. Dus dat moet, denk ik, degelijk geëvalueerd worden. Ten tweede zijn de cijfers die u meegeeft, 275 effectieve controles in 2022, 3084 prioritaire adressen nu. Zeker, dat is al een pak omvangrijker dan wat het vroeger was, maar op de 10.000 à 26.000 vermoedelijke leegstaande woningen volgens de studie van de VUB en de ULB lijkt het nog altijd een peulenschil. Dus ik vraag me af, is dat team voldoende groot om dat werk allemaal uit te voeren? U sprak over de aanwervingen die gebeurd zijn. Wat is de huidige stand van zaken van de bezetting van de celleegstaande woningen? U sprak in januari over een coördinator en 7 onderzoekers. 7 onderzoekers waar er tegen het einde van het eerste trimester nog 4 moesten bijkomen en een 5e Nederlandstalige. Zijn die vandaag allemaal aangeworven? Is daar een team van een coördinator en dan, als ik het goed reken, 12 onderzoekers? En is die bezetting voldoende om die 3084 prioritaire adressen effectief te controleren? Zo ja, op welke termijn? Wat is eigenlijk de verwachte workflow, zeg maar, van dat team? Hoeveel kunnen zij per jaar controleren? Want als we over effectief 26.000 leegstaande woningen spreken, moeten we wel ergens een termijn bepalen op welke termijn we die willen gaan controleren, want er zullen er altijd bij komen. Dus dan vraag ik me af hoe dat het zit met de bezetting van die cel, of dat die voldoende is om dit ook effectief uit te voeren. Want het is een goed instrument, we moeten er werk van maken en het zou jammer zijn moest het door een personeelsgebrek niet lukken. Dank u wel. Monsieur Riagli, non, ne souhaite pas intervenir. Madame Genot, dernière réplique. Mais en tout cas, on attend avec impatience la première expérience. C'est clair que pour les premiers, ils vont devoir un peu essuyer les plâtres, mais je pense qu'il y aura vraiment une vertu exemplative et un signal politique important envoyé. Et en effet, il y a aussi tous les projets dont on n'entendra jamais parler, mais qui seraient intéressants de répertorier parce que ce sont des propriétaires qui ont été activés et qui du coup ne laissent plus leur logement vide. Mais une ou deux vraies gestions publiques, je pense que ça nous fera tous plaisir. Peut-être pour répondre en fait à la demande qui avait été formulée par Monsieur Ourillagui, donc c'est effectivement une excellente suggestion. Donc je ne peux qu'encourager cette initiatieve-là. En dus de 4 laatste mensen werden aangeworven in de cel leegstaande woningen. Dus nu, normaal gezien, als ik geen fout zeg, zijn ze nu met 14 in de ploeg. Dus 14 in de ploeg. Ik denk eigenlijk dat het voor het moment wel genoeg is. Hoeveel dat ze per jaar enquêtes kunnen doen. Ze doen wel hun maximum om het te kunnen halen. Nu is er een database ter beschikking van de gemeente met een totaal van 1200 en iets van woningen die echt leegstaand zijn. Dus geen vermoedelijke leegstaande woning, maar echt leegstaande woningen. En dus die database wordt eigenlijk aangevuld met al die enquêtes dat gedaan wordt door die cel. Dus het werk gaat door en ze doen echt hun maximum. Monsieur Pépin, un dernier mot? Merci, monsieur le président. Inderdaad, 1200 leegstaande woningen die dan al vaststaan en waarvan de adressen ter beschikking worden gesteld van de gemeente, dat is al een grote stap vooruit. Ik hoop dat het werk zo verder kan gaan en dat er effectief iets mee gebeurt natuurlijk, want als er maar 6 voorlopig... 6 in Etterbeek en enkele andere in Sint-Pieters-Woluwe, Watermael, Bosvoorde en eventueel binnenkort in andere gemeenten. Bon, de eerste ervaringen komen eraan. Ik denk dat het belangrijk is om die goed op te volgen, maar ik denk dat ook
wel tekenend is dat we voorlopig nog maar aan een achttal procedures zijn die in gang zijn gezet voor dat openbaar beheer. Ik hoop natuurlijk dat voor de andere 1200 leegstaande woningen andere oplossingen ook al zijn gevonden. Het moet niet tot een openbaar beheer komen, maar het moet wel, als we het kunnen gebruiken en het moet gebruikt worden, moet het ook wel lukken. Dus ik moedig u in elk geval aan om ermee verder te gaan en om het goed op te volgen. Alors l'incident est clos. Je vais me faire remplacer par la vice-présidente Madame Eliusfi, puisque je dois intervenir dans la prochaine demande d'explication. Par ailleurs, je n'ai pas de nouvelles de Monsieur Verstraete. Je l'ai appelé, mais il n'y a pas de réponse. Donc voilà, c'est Monsieur Mampaka qui va commencer. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, faisant fonction. La discrimination au logement est une des premières discriminations, outre toutes les formes de minorités sexuelles, raciales, religieuses. Elle concerne beaucoup de nos concitoyens. Donc, l'action du gouvernement, du Parlement pour surveiller l'action du gouvernement est justifiée dans ce cas-ci. Donc, l'ordonnance du 9 juin, Madame la Ministre, modifiant le code bruxellois des logements en matière donc d'égalité des traitements entre hommes et femmes et de la lutte contre la discrimination, met en place un système de tests proactifs en matière de discrimination au logement. En effet, l'existence d'une plainte ou d'un signalement n'est plus nécessaire en tout cas pour que la DIRL, Direction régionale bien entendu, puisse réaliser un test de discrimination. La seule condition, selon cette ordonnance, si je ne me suis pas trompé dans mon interprétation, donc la seule condition qui doit impérativement être remplie est l'absence donc du caractère provoquant du test. Je m'en souviens, nous en avions beaucoup discuté en commission. Par ailleurs, Madame la Ministre, la transmission d'un rapport au parquet bruxellois n'est plus automatique comme c'était prévu anciennement, mais a lieu uniquement si les faits constitue donc une infraction pénale. Cette modification devrait permettre donc à la DIRL d'agir plus rapidement et imposer donc des amendes administratives. De plus, cette ordonnance prévoyait donc la possibilité pour la DIRL de faire donc appel à des acteurs ou associations agréées couvrant l'insertion par les logements pour réaliser des tests de discrimination et couvrir enfin des profils plus variés. Vous nous informez, Madame la Ministre, en commission en décembre dernier, qu'un projet d'arrêté déterminant les conditions d'agrément de ces acteurs serait donc présenté au courant donc du premier trimestre de l'année 2023, c'est-à-dire il y a pratiquement 13 ou 14 jours. C'est pour cela, Madame la Ministre, que je reviens pour vous demander si vous pouviez nous donner une petite évaluation de ce dispositif. A-t-il déjà eu lieu? Donc, pouvez-vous nous donner un petit feedback, c'est ça notre action de gouvernement, du Parlement, de contrôler l'action du gouvernement, sur l'efficacité de ce dispositif? Je suis sûr que vous êtes très préoccupé par ça, vous aussi, mais c'est important que vous puissiez un peu nous dire comment ça se passe concrètement sur le terrain. Le nombre de plaintes a-t-il depuis lors augmenté ou baissé? Bref, on aimerait des informations. Y a-t-il des rapports qui ont été transmis quand même? Donc, le projet d'arrêté déterminant les conditions d'agrément des acteurs ou des associations œuvrant à l'insertion par le logement a-t-il été établi? Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les conditions d'agrément? Vous savez que je suis personnellement attaché au développement des AIPL et je sais que vous leur avez donné davantage de moyens, donc vous n'êtes pas suspecte de ne pas soutenir l'activité donc de ces institutions qui viennent compléter l'action tout simplement du législateur en matière de logement. Je rappelle, première discrimination, c'est le logement. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Mampaka. Monsieur Verstraete n'ayant pas donné de nouvelles, je donne la parole à... Monsieur Obolensky qui a demandé la parole. Y a-t-il... Monsieur Pétier. Oui, sinon tu vas t'appeler autrement. Bah, tu pourrais venir à côté de moi, hein, c'est pas parce que je suis de droite et de gauche que... Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent intervenir dans le sujet? Madame Genot? Ah. Ok. Sinon à côté de... Bah, je peux le faire comme ça, hein. Non, c'est pas enregistré. Non, pas enregistré, hein, malheureusement. Ouais. Ce serait une première historique. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Ouais, bah. Tu t'appelles Razo et Genot, mais c'est pas grave. Faire deux os et Genot aujourd'hui. Bah non, mais enfin, je comprends. C'est parce que moi je suis activée. Ah, ben voilà.
Vous avez la parole, Monsieur Wolinski. Allô? Oui, ok. Bon, mais tu n'as pas calculé le temps. Hein. J'ai combien de temps? Ok. Madame Benhamou, chers collègues, je vais revenir brièvement sur l'historique des différentes étapes avant et depuis le texte voté au mois de juin. Donc, suite à un long combat des acteurs de terrain de l'associatif, le texte du gouvernement modifiait le code du logement suite au bilan dramatique de la lutte antidiscrimination. Merci beaucoup, madame. Sur le marché locatif, avec un tempo effréné de 0 testing par an. Donc, avec, comme le PTB le demandait en 2016, une promesse enfin de testing antidiscrimination proactif avec sanctions et un renforcement des équipes chargées de combattre le phénomène sur le terrain. N'est-ce pas, Madame Benhamou? C'est ça qui s'était passé il y a un an. Au dernier recensement que vous nous aviez fait cet hiver, vous aviez dit que près de 200 plaintes avaient été envoyées à la DIRL, dont une majorité de citoyens, ce qu'il faut le dire témoigne d'une volonté populaire de faire fonctionner le mécanisme. Mais, nous disiez-vous, seulement 17 tests avaient été réalisés par la DIRL avec surtout des résultats négatifs et uniquement des tests réactifs. À ce jour, aucun test de discrimination proactif n'a été réalisé par la DIRL, nous répondiez-vous cet hiver en commission logement. Et vous rajoutiez, il ne s'agit pas de mener de façon industrielle des tests proactifs par milliers sans disposer des ressources et des moyens suffisants pour leur donner suite. Concernant l'engagement des acteurs, vous disiez qu'il faudra un certain temps avant d'atteindre l'effectivité de cet outil. Il manque l'arrêté royal d'agrément et ensuite la formation, etc. Bref, rien de très rassurant. Permettez-moi désormais de rentrer dans le vif du sujet parce que pendant qu'on prend le micro en commission, il y a une partie importante de la population qui continue à être discriminée sur base de fortune, d'origine ou de handicap, les 3 critères les plus forts selon les dernières études. Et le marché archi-saturé du logement n'y échappe évidemment pas. Alors on peut discuter du renvoi automatique au nom d'une plainte au pénal. On peut discuter sur la façon de communiquer avec les rapporteurs et autres intervenants par courrier postal, téléphone ou par pigeon volant. On peut discuter longtemps des conditions d'agrément des acteurs, mais enfin, pendant ce temps-là, la réalité, c'est celle notamment de Jamila et son mari, qui nous expliquaient il y a quelques semaines dans un témoignage diffusé par la RTB début mars, ce que l'agente immobilière a accepté de lui avouer après l'insistance de Jamila, la propriétaire qui a expliqué texto qu'il ne voulait pas de black ou d'arabe, je cite, dans son appartement. Bon, on n'est plus à 2 discriminations près, j'en ai un peu plus, je vous le mets. Abdel, travailleur et père de famille, cité dans la presse le 24 mars, attend un logement social depuis 13 ans. Il est sous la menace de perdre le petit appartement qu'il loue à 600 €. Il cherche désespérément depuis plus de 6 mois un nouveau logement pour lui, sa femme et ses 2 enfants. Un cas emblématique de la crise du logement rapporté par la presse. Abdel et sa famille, Jamila et son mari, tous les autres, ce n'est pas des acteurs, je vous le promets. Jamila, Abdel et les autres, ils sont dans la vraie vie et ils prennent cher. Malheureusement, pas dans le bon sens du terme. Pour Abdel et toutes ses familles mal logées, les activistes de l'habitat ont manifesté le dimanche 26 mars lors du Housing Action Day. On était là aussi, ma collègue Françoise de Smet et moi-même, en soutien parce que 1 150 € en moyenne par mois pour un loyer, ça suffit. Comme l'ont rappelé les manifestants et les représentantes de l'associatif, on est en colère, on est en galère et tout ça est le résultat en fait de choix politiques qui favorisent in fine la spéculation immobilière au détriment du droit au logement. La réalité, c'est déjà galère de façon générale, mais si tu t'appelles Abdel ou Jamila, c'est 2 fois pire. Parce que la logique, c'est presque arithmétique, c'est que dans une société où les valeurs cardinales, c'est la recherche du profit et la mise en concurrence, en période de crise et de pénurie, ben en fait, les discriminations, elles s'envolent. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, et j'en viens maintenant en question, Madame Benhamou, votre ordonnance, qu'est-ce qu'elle leur apporte? Rien, zéro, schnoll, nada. Mes questions, donc c'est les mêmes que l'an passé. J'en ai 3. 1, est-ce que vous ne pensez pas que la condition exigée liée au caractère non provoquant du testing constitue dans les faits un frein rédhibitoire pour rendre le testing efficace et populaire, dans le sens que les gens se le réapproprient, etc. Parce que visiblement, il y a cette volonté-là. Ça, c'est le point positif. Monsieur Wolinski, j'ai été très souple, mais là... Ouais, j'ai presque fini. Sur la question cruciale des moyens humains, où est-ce que vous en êtes? Ouais, vraiment, c'est ma dernière question. Donc, est-ce que 3 équivalents temps plein, c'est suffisant pour faire face à cette crise? Et où est-ce que vous en êtes avec l'agrément des acteurs, la formation, etc. Est-ce qu'on aura des résultats avant les prochaines élections? Enfin, sur la question de l'accessibilité des testings, les assos comme les AIPL demandent d'avoir plus de moyens pour pouvoir vous aider en fait à détecter. Donc, je voulais savoir où est-ce qu'on en est. Merci pour vos réponses. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres commissaires qui souhaitent? Madame Junot? Si. Mais comme tous les députés, nous nous réjouissions d'avoir pu passer
à la vitesse supérieure et donc de permettre les tests proactifs. Il importe maintenant que ces tests proactifs, c'est-à-dire qui ne résultent pas d'une plainte, etc., mais qui sont vraiment des tests menés par nos inspecteurs, puissent, je dirais, prendre leur vitesse de croisière. Il n'est pas question de tester à tout va, mais je pense qu'il y a vraiment matière à envoyer un signal clair en région bruxelloise. La discrimination telle qu'on la vit à l'heure actuelle sur le terrain n'est plus possible et la région agit, fait des tests proactifs et fait le suivi des très nombreux citoyens, parce que j'avoue que moi j'étais étonnée quand on en a discuté la dernière fois au Parlement de voir qu'il y avait autant de citoyens qui, malgré des années où porter plainte n'a servi à rien, continuaient à porter plainte pour discrimination. Donc chapeau aux citoyens qui ne se sont pas découragés, qui ont entendu le signal comme quoi de nouveaux mécanismes étaient là et que leur plainte est importante. Je pense qu'il est vraiment important que ces citoyens soient suivis au mieux, qu'on leur explique au mieux quel suivi est fait, qu'on continue à soutenir les associations pour qu'elles puissent les accompagner et nous faire remonter le matériel le plus intéressant possible sur ces discriminations pour qu'on puisse effectivement, à un moment, sanctionner ces comportements inadéquats. Et donc, c'est vraiment l'occasion de faire le point avec vous. Est-ce que maintenant, on a des sanctions de ces comportements inadéquats? Est-ce que maintenant, on a une méthodologie qui fait que les tests proactifs sont lancés ou vont être lancés de manière imminente? J'attends avec impatience d'écouter votre réponse. Plus de demandes d'intervention? La parole est à Madame la Ministre pour sa réponse. Merci Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés. Concernant l'évaluation du dispositif, ce dernier étant seulement entré en vigueur le 30 septembre 2022 et les arrêtés d'exécution n'étant pas encore entrés en vigueur, il est encore trop tôt pour réaliser une évaluation réellement pertinente de l'ordonnance modificative et en tirer des conclusions quant à son efficacité. Depuis l'entrée en vigueur partielle donc du dispositif, la DIRL a enregistré 26 signalements, ce qui reste dans la moyenne des chiffres enregistrés précédemment, et donc c'était 37 signalements enregistrés durant les 9 premiers mois de l'année 2022. On constate donc pas de diminution du nombre de signalements depuis l'entrée en vigueur partielle du dispositif. Concernant la question sur le nombre de plaintes déposées ces 3 dernières années, 173 dossiers ont été créés entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2022. J'ai fourni au secrétariat de la Commission 2 tableaux listant le nombre de plaintes en fonction de la catégorie aussi d'infraction et le nombre de plaintes en fonction aussi du critère protégé concerné. Concernant le nombre de dossiers de discrimination qui ont été ouverts en 2022, ils sont au nombre de 49, dont 34 ont été déclarés recevables. Ces dossiers visaient les faits de discrimination suivants: 16 dossiers impliquant un ou plusieurs faits de discrimination directe, 3 dossiers impliquant un ou plusieurs faits de discrimination indirecte, 9 dossiers impliquant un refus de logement pour un motif potentiellement discriminatoire et 9 dossiers impliquant une demande d'information de documents jugés excessifs au regard de la législation. Au niveau du nombre de rapports qui ont été transmis au parquet depuis l'entrée en vigueur du dispositif en 2019, ils sont au nombre de 12. Sachez que le parquet ne s'est saisi d'aucun de ces dossiers. Pour répondre à présent à vos questions sur les arrêtés, ceux-ci ont été approuvés par le gouvernement en première lecture le 30 mars 2023. Plus particulièrement concernant l'arrêté déterminant les conditions d'agrément des acteurs et des associations œuvrant à l'insertion par le logement, sous réserve aussi de l'avis du CCL et du Conseil d'État, il est prévu qu'une demande d'agrément soit adressée par toute personne morale qui réunit alors les conditions suivantes, c'est-à-dire est dotée d'une personnalité juridique, avoir son siège social en Belgique, pouvoir démontrer un intérêt pour les missions légales de la région de Bruxelles-Capitale dans le secteur du logement ou relevant de la lutte contre la discrimination dans le secteur du logement, avoir pour objet social de proposer des activités liées directement ou indirectement aux arts du spectacle ou à la culture, en ce compris des activités liées à la production d'images ou de vidéos, et s'engager à suivre aussi à la formation en lien avec la lutte contre la discrimination dans le secteur du logement. La formation sera donnée par la DIRL, son contenu est en cours d'élaboration, mais elle devra
porter à minima sur les formes de discrimination, le contrat de bail, les droits et obligations des différentes parties et sur des mises en situation. L'objectif est de pouvoir donner ces formations dès la réception des premières demandes d'agrément. Par dérogation aux conditions que je viens de donner, les AIPL agréés conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 7 juillet 2016 du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de subsides au bénéfice d'associations œuvrant à l'insertion par le logement seront quant à elles agréées de plein droit afin d'effectuer ces tests à la demande de l'administration. En ce qui concerne les modalités de contact, actuellement les plaignants sont contactés par courrier mais aussi par mail et par téléphone pendant la phase d'instruction du dossier pour réunir notamment tous les éléments constitutifs de l'infraction potentielle dans un délai évidemment qui doit être le plus court possible. Les signalements peuvent être quant à eux introduits par courrier, par mail ou par le formulaire sur le site de logement, logement.brussels. Après leur réception, il s'ensuit généralement plusieurs échanges d'emails pour rassembler suffisamment d'éléments, tant sur l'infraction elle-même que aussi sur l'identité du contravenant. Lorsque la phase d'instruction est terminée et que les éléments constitutifs de l'infraction sont suffisants, les contrevenants potentiels sont convoqués par courrier à une audition et sont informés des suites de la procédure par courrier. Compte tenu de la nécessité de s'assurer du bon envoi de ces courriers et de leur donner une date certaine, il n'est pas envisagé d'utiliser l'email ou le téléphone pour communiquer avec le contrevenant potentiel. Concernant les questions sur les tests proactifs, sachez qu'il n'existe pas dans la législation de différence entre les testings dits proactifs et ceux qui ne le sont pas. La législation distingue en revanche les testings réalisés par la victime et ceux réalisés par la DIRL. La nouvelle législation a assoupli les conditions de réalisation des testings en permettant à la DIRL de réaliser ceux-ci sans qu'il n'existe au préalable une plainte ou un signalement. Donc ça a été supprimé, ni qu'il n'existe des indices sérieux de discrimination. Et c'est dans ce sens que l'on peut considérer que, contrairement à la législation précédente, la nouvelle législation admet désormais les testings dits proactifs. Donc oui, effectivement, on a maintenu la notion de provocation, mais sachez que les textes, les modifications ont été apportées suite à des groupes de travail aussi qui ont été organisés avec UNIA. Donc on n'a pas fait les modifications seules dans notre coin. UNIA a demandé notamment de maintenir aussi le caractère de non-provocation. C'était aussi important de pouvoir les maintenir, mais il était important, comme je l'ai dit, de supprimer le fait de déposer plainte et d'avoir une preuve d'être victime de discrimination. Et ça, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui facilite notamment les testings. Donc aucun de ces tests n'a encore eu lieu, la priorité étant donnée à l'instruction des plaintes et des signalements. Il s'avère qu'actuellement, cette équipe de BL fait face à plusieurs absences pour maladies de longue durée qui impactent le fonctionnement du service. Pour pallier à ça, la DIRL et Bruxelles Logement, de façon générale, définissent des pistes complémentaires permettant de réaliser des testings proactifs dans un avenir proche, notamment par une réaffectation temporaire d'agents affectés à l'heure actuelle à d'autres tâches. Concernant les tests non proactifs réalisés par la DIRL en 22, ils sont au nombre de 10. Et ensuite, les 3 équivalents temps plein ne sont pas seulement affectés entièrement à la gestion des dossiers administratifs, ils doivent, en plus de l'instruction des dossiers, jusqu'à la rédaction des décisions et au suivi des recours, appréhender aussi l'ensemble de la matière de la lutte contre la discrimination au logement, des actions de sensibilisation, d'information et de prévention, jusqu'au développement des outils aussi internes à la DIRL, en passant par les modifications législatives et réglementaires et le développement des partenariats. L'affectation des 3 équivalents temps plein à la lutte contre les discriminations au logement est suffisante pour assurer un suivi des plaintes et des signalements et assurer les tâches essentielles et prioritaires au développement de cette compétence. Donc effectivement, pour moi, c'était une priorité d'avancer là-dessus. On a dû batailler pour pouvoir faire accepter aussi tous ces changements-là. Ce n'était pas évident, c'est chose faite. On se donne les moyens d'y arriver. On n'a pas fait ça n'importe comment. On s'est vraiment mis autour de la table avec des experts de la question. On a fait enfin les choses comme il fallait. On agrée aussi les AIPL et on fera appel aussi à des acteurs. Et tout ça sera évidemment balisé. Les arrêtés sont en cours. Donc oui, pour nous, c'est une priorité pour qu'enfin à Bruxelles, il y ait des testings proactifs qui soient réalisés. Et Bruxelles sera quand même la première région en Belgique à pratiquer ce genre de testing. Donc oui, on veut aussi avancer tout comme vous. Effectivement, on se donne les moyens, mais de le faire correctement.
Voilà, je rappelle que pour l'interpellant principal, M. Mampaka, c'est 2 minutes et Mme Genot-Bolensky, 1 minute pour la réplique. Je laisserai le restant de mon temps de parole à M. Pétier. Il a davantage à dire sur le sujet. Et je le trouve très bon avocat en la matière. Madame la ministre, je suis très rassuré par votre réponse hyper complète, ce qui montre votre intérêt et attachement sur le sujet. En effet, mais juste une petite précision, parce que vous savez que vous parlez vite, hein, donc vous dites beaucoup de choses, c'est du concentré. Juste, j'ai cru comprendre que les AIPL pourraient lancer les tests proactifs à la demande de l'administration. Y aurait-il une fréquence éventuelle que l'administration pourrait se fixer pour dire il nous en faudrait 200, 400, quelque chose comme ça? Donc j'ai peur qu'à un moment donné, si les préposés à la DIR ou à ce logement ne sont pas, comment on appelle, préoccupés autant que vous et nous, que les AIPL ne soient pas sollicités, entre autres. Monsieur Bolensky. Non, je ne vais pas être plus long. Moi, je suis un petit peu plus inquiet que M. Mampaka, Mme Benamou, parce que je pense que vous aviez dit qu'il n'y a pas encore d'arrêté d'exécution. Il y a 26 signalements depuis septembre, c'est 3 par mois, ça me semble très peu par rapport à la... Allez, ça me semble encore faible par rapport à la réalité des discriminations. Je me souviens qu'en tout début de législature, vous aviez dit, OK, dans le dispositif efficace que moi, ministre, je veux mettre en place pour faire reculer les discriminations, le testing est central. Hein. Dans votre pull, 1 an ou 2 après, vous aviez cité vous-même une vaste enquête auprès des agences immobilières avec des résultats que vous aviez vous-même commentés comme alarmants. J'ai moi-même organisé un testing récemment avec des camarades du PTB. On a fait un testing, c'était du côté Flandre, avec des résultats inquiétants aussi sur le marché locatif. Je pense que face à une situation scandaleuse où des professionnels de l'immobilier ici qui connaissent la loi discriminent en toute impunité, en fait, je pense qu'il faut vraiment passer encore à la vitesse supérieure et contraindre le secteur à respecter la loi simplement, hein, comme on le fait avec les petits quand ils ne le respectent pas. Il faut aussi le faire vers les gros, au travers de sanctions. Je pense que votre texte, que mon groupe il avait soutenu il y a 1 an, parce qu'effectivement, il y avait des pas en avant, notamment sur le fait de faire sauter les conditions cumulatives, etc. Je pense que ça attend encore vraiment confirmation sur le terrain. Il vous reste très très peu de temps pour sortir de la cote d'exclusion et engranger des vrais résultats sur le terrain. Voilà, il reste 1 an avant la prochaine législature, donc je pense que ce n'est pas suffisant par rapport vraiment à la réalité du terrain qui reste dramatique. Voilà. J'ai été gentille. Madame Genot, vous avez la parole. Bien, merci pour cette réponse très complète qui permet de voir vraiment les différentes étapes qui ont été franchies. C'est vrai qu'on est impatient que ça se concrétise, et vous aussi. Et donc, j'espère que dans 3 mois, quand nous reviendrons sur le sujet, l'ensemble des éléments seront terminés pour qu'on puisse enfin lancer les premiers tests, comme vous l'avez bien expliqué, dits proactifs en la matière, et que le travail soit vraiment effectif avec les associations, quoi, et pour qu'on puisse tout doucement prendre, je dirais, accélérer la vitesse ensuite dans un deuxième temps, quoi. L'incident est clos. Donc je suis maintenant Nadia El-Yousfi. Alors, c'est pas grave. Merci beaucoup. Attends, comme ça ? Oui, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, monsieur. L'incident est clos. Alors, il nous reste maintenant, attendez que je ne me trompe pas, oui, il y a 3 questions orales à la suite de monsieur Mampaka, puisque madame Maison a demandé de reporter ces 2 questions orales. Oui, on me le confirme. Donc, 3 questions orales pour monsieur Mampaka. La parole est à vous. Merci, monsieur le président. Donc, madame la ministre, la création d'un portail régional permettant le dépôt des baux d'habitation est importante, vous l'avez aussi fait remarquer. Donc, afin de mener, nous considérons tous d'ailleurs qu'afin de mener à bien ces missions, l'administration régionale devrait impérativement disposer en tout cas de toutes les informations se rapportant donc aux différents logements qui sont en location en région bruxelloise. Vous nous informiez en commission que vous étudiez en tout cas la faisabilité de développer
un portail régional permettant donc le dépôt des baux d'habitation contractés dans la région Bruxelles-Capitale. L'objectif de ce projet de dépôt régional repose sur 3 axes. Disposer d'une image fidèle du marché locatif, ce qui intéresse beaucoup M. Pétia et Mme Desmet, absente. Permettre de consulter des contrats de bail pour les autorités, par les autorités régionales légalement habilitées, et aussi ouvrir un outil officiel pour les parties au contrat du bail, c'est-à-dire notamment le locataire, entre autres. Vous nous informez également qu'en pratique, il était demandé donc à l'administration de mettre en ligne un formulaire, en tout cas, qui serait complété par le bailleur. Des questions relatives à la charge administrative devraient être prises en considération dans le cadre de ce projet. Et pour ce faire, une première piste visant donc à articuler le portail régional MyRent a été donc proposée. Vous prévoyez également une modification du code du logement bruxellois afin de donner un caractère juridique au portail régional en question. Et la mise en ligne du portail est prévue pour le second semestre de l'année 2023. Donc, on est encore loin, vous me direz, je vous interroge prématurément, mais on aimerait savoir comment ça avance. Donc, les questions sont, vous les devinez, où en êtes-vous dans le développement du projet du portail régional permettant donc le dépôt des baux d'habitation? Le formulaire a-t-il déjà créé à ce stade où c'est prématuré de vous demander quel est le contenu du formulaire, si jamais vous en aviez une idée, n'est-ce pas? Quels seront les moyens adressés donc aux bailleurs, n'est-ce pas? Et quelles sont les pistes envisagées afin donc de réduire la charge administrative dans le cadre de ce projet permettant donc le dépôt de baux? Et enfin, comment envisagez-vous donc d'articuler donc le portail régional MyRent? Est-ce que les 2 portails sont réunis sous un seul et même portail? Donc le calendrier prévu sera-t-il respecté? Sinon, quels sont les obstacles que vous rencontrez? Ne vous en voulez pas, en tout cas ne m'en voulez pas, parce qu'on a vu avec la location loyer que tout ce que nous pensons faire rencontre parfois des difficultés lorsqu'on le met en pratique. Voilà pourquoi, dans le cadre de l'exercice, Monsieur le Président, du contrôle parlementaire, nous vous posons cette question, Madame la Ministre, si ce n'est pas trop vous ennuyer. La parole est à Madame Benamou. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député, merci pour votre question. Le formulaire est bien en cours de développement par le CIRB et est déjà dans une phase avancée de son processus. Toutefois, il n'est cependant pas encore finalisé et est susceptible à ce stade de connaître encore des modifications. À l'heure actuelle, ce formulaire contient un onglet reprenant la description du propriétaire et du locataire. Cet onglet regroupe également des informations sociodémographiques sur les différentes personnes impliquées par le contrat de bail. Un onglet permettant d'enregistrer un bien ainsi que ses caractéristiques et enfin un onglet permettant de décrire le contrat de bail, le lier à un bien préalablement enregistré et permettant également de plaider le contrat de bail et les documents y étant liés. Par ailleurs, il est prévu que le formulaire soit accessible aux bailleurs via une connexion à la plateforme Irisbox, mais également de manière physique pour les publics peu à l'aise aussi avec l'outil informatique. Concernant la charge administrative et le lien avec MyRent, une consultation juridique a mis en évidence la compétence et l'autonomie de la région pour organiser l'enregistrement des baux d'habitation. Dans cette hypothèse, le recours à MyRent ne serait plus une nécessité et un double encodage en fait ne serait donc pas requis. Enfin, concernant le calendrier, nous avons toujours l'ambition de démarrer l'enregistrement avant la fin de l'année. Ce délai est nécessaire compte tenu des développements informatiques, mais aussi et surtout pour permettre l'adoption d'un cadre légal sûr et approprié. Un projet d'ordonnance relatif à l'enregistrement du bail sera soumis en première lecture au gouvernement d'ici le mois de juin. Je vous remercie. Monsieur Mampaka pour la réplique. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre a été complète. L'incident est clos. Vous avez le micro pour la deuxième question qui concerne l'état de salubrité des logements sociaux. C'est Madame parti. la Ministre, comme vous le savez, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions de logement difficiles en région bruxelloise et souvent inhumaines, qualifiées d'inhumaines d'ailleurs par nous-mêmes. En effet, donc, les locataires sociaux vivent parfois dans des logements ayant des problèmes d'humidité, d'installation de chauffage, d'électricité non conforme, des vitres brisées, en ascenseur en panne, absence de double vitrage, de portes et portières abîmées et j'en passe. Vous avez certainement une connaissance d'une liste plus longue que moi. La lutte contre l'insalubrité de logements sociaux fait également partie donc de la déclaration de la politique générale
et se retrouve sur l'article 25 de votre plan d'urgence pour le logement, que j'ai trouvé très pratique et très efficace. En octobre dernier, je vous ai posé une question relative aux insalubrités dans le logement social et l'avance de différents systèmes pour lutter contre ces insalubrités. Vous m'aviez précisé que vous travaillez notamment à la mise en place d'un outil informatique d'alerte dès qu'un logement interdit à la location fait l'objet donc d'une demande d'inscription au registre de la population et qu'un dispositif de ce type était déjà mis en place à Scarbeck, que vous utilisiez comme modèle. En plus de ce système, votre plan d'urgence pour les logements prévoit donc qu'une réforme des modalités de l'allocation des relogements dont bénéficient les locataires suite à une interdiction de l'allocation entreprise en 2022 était à l'ordre du jour. Les questions qui entraînent donc ces affirmations sont les suivantes. Concrètement, excusez-moi encore une fois, peut-être, je vous pose pas des questions sur les intentions, mais où en êtes-vous avec la mise en place de l'outil informatique alerte dans les différentes communes, n'est-ce pas? Une évaluation du dispositif de mise en place à Scarbeck a-t-il déjà eu lieu? Si tel est le cas, pouvez-vous nous dire un petit mot là-dessus, pas tous les détails, mais enfin à savoir ce que ça donne? Pouvez-vous nous fournir donc un état de lieu des réformes des modalités de l'allocation des relogements dont bénéficient les locataires suite à une interdiction à l'allocation? L'arrêté du 10 novembre 2004 prévoit l'octroi de 5 titres de priorité à la personne qui quitte un logement déclaré insalubre pour autant qu'elle fournisse donc la copie de l'arrêté d'insalubrité lié à l'état de construction du bien. Combien de fois cet arrêté a-t-il été appliqué pour les logements sociaux ces 3 dernières années, ou tout simplement ce que vous avez comme chiffre? Y a-t-il donc une évolution significative à la hausse ou à la baisse? Quelles sont donc les raisons de cela? Combien de fermetures de logements ont-elles été ordonnées pour des décisions de bourgmestre? Je sais que ce n'est pas très courant que les bourgmestres ordonnent ce genre de décisions dans des CISP. Actuellement, combien de ménages doivent être relogés dans le cadre de cette disposition, Madame la Ministre? Donc voilà, ainsi donné en vrac toute une série de questions pour savoir quel est l'état de notre patrimoine public. La parole est à Madame Benamou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Concernant votre question relative à l'alerte DIRL, sachez que de mars 2022 à aujourd'hui, la cellule de coordination du PUL a rencontré une série d'acteurs concernés par le développement de l'outil l'alerte. Il s'agit des personnes des ressources des communes de Molenbeek, Scarbeck, Bruxelles-Ville et le fournisseur de services informatiques. Comme je l'ai déjà dit, au sein de cette commission, le résultat de ces rencontres a permis de dégager un processus commun par le développement d'une application existante, dite Saphir, déjà utilisée par les 19 communes. Cette solution permet de mettre à disposition un outil optimisé, disposant des mêmes fonctionnalités sur les 19 communes, d'uniformiser les pratiques et méthodes d'encodage, ceci facilitant également les échanges d'informations avec les services de la DIRL, d'inscrire l'alerte aussi dans un schéma administratif bien rodé par les utilisateurs, de profiter aussi de l'existence d'une solution informatisée dans laquelle seuls les besoins spécifiques de l'alerte doivent encore être développés et de développer à moindre coût finalement la solution attendue. La commande est en cours de finalisation. Le développement dans les communes et les formations des agents communaux sont prévus en ce mois d'avril. Le dispositif ILO mis en place à Scarbeck nous a servi de modèle de base, aussi de réflexion sur l'outil à développer. Leur pratique de collaboration entre les différents services communaux concernés a permis d'avancer rapidement sur l'identification des besoins informatiques complémentaires au programme Saphir. On a pu bénéficier de leur expérience de plusieurs années pour identifier les différentes parties prenantes et partager cela avec l'ensemble des communes bruxelloises. On tient d'ailleurs à remercier toutes les communes de Bruxelles-Ville, Molenbeek, ainsi que tous les participants au groupe de travail qui a réuni des représentants des 19 communes. Concernant de l'allocation relogement, comme je l'ai évoqué en commission le 16 février dernier, l'arrêté instituant cette allocation a été adopté en dernière lecture par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. C'était le 13 octobre 2022. Le travail en vue des développements informatiques pour la configuration du système de gestion des fichiers est en cours. Et pour rappel, cet arrêté a pour objectif d'octroyer une aide financière au paiement du loyer pour différents publics cibles que je cite. Donc, c'était les personnes domiciliées dans un logement frappé d'une interdiction à la location par l'inspection régionale du logement ou à l'égard duquel un arrêté d'inhabitabilité a été pris par le bourgmestre de notre région. Il y a les personnes aussi quittant le statut de sans-abri et les personnes victimes de violences intrafamiliales. Les modalités de traitement des demandes d'allocation d'aide sont en cours de rédaction dans un arrêté qui, lui, entrera en vigueur fin 2023.
Pour répondre à vos questions sur l'arrêté ministériel du 10 novembre 2004, prévoyant l'octroi des 5 titres de priorité, j'ai transmis au secrétariat de la Commission un tableau détaillant la situation dans chaque CISP. Et enfin, pour répondre à votre dernière question relative au nombre de ménages relogés, la DIRL est actuellement en contact avec 167 ménages dont le logement a été interdit à la location et qui sont en recherche d'un nouveau logement. Et ce nombre comprend les ménages occupant actuellement un logement public ou bien privé. Je vous remercie. Monsieur Mampaka. Merci, Monsieur le Président. On ne peut pas être plus complet. Tout parfait. Madame la ministre, c'était très complète. Ah bien, l'incident est clos. Vous pouvez enchaîner alors avec la dernière question orale du jour concernant l'équipe mobile du service d'accompagnement social des locataires sociaux. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Après les mal logés, viennent ceux qui ont des angoisses et des problèmes divers. Donc voilà un sujet j'ai déjà interrogé la ministre par le passé sur le sujet. Donc le service d'accompagnement social des locataires sociaux a été mis en place en 2001 par vos prédécesseurs afin de combler donc le manque de services sociaux au sein des CISP. Si j'ai bonne mémoire, Madame la ministre, on parle d'une quarantaine d'assistants sociaux aujourd'hui, ou une trentaine, en tout cas entre 35 et 40. La crise Covid, suivie de la crise économique, sans compter les différentes autres péripéties, impacte les locataires sociaux au point de vue psychologique comme à différents points de vue. En janvier 2022, je vous ai donc posé la question sur le travail social du service social d'aide aux locataires sociaux, autrement dit la SALS. Vous me confirmiez que l'ensemble des CISP, toutes, donc les 16, font appel donc aux travailleurs sociaux de la SALS et que les questions les plus pointues, pour les questions les plus pointues en tout cas, l'ensemble de ces services sociaux peuvent faire appel depuis avril 2021 à l'équipe mobile donc de santé mentale de la SALS, visiblement une nouvelle équipe qui a été créée, je ne suis pas sûr. Cette équipe mobile a été mise en place donc conformément donc à l'action 23 de votre plan d'urgence sur le logement. Alors, ce qui m'amène à vous demander, est-ce qu'une évaluation du travail fait par cette équipe mobile a-t-elle été faite de manière régulière? Si oui, à quelle fréquence? Avez-vous un feedback? Parce que dans le secteur social, je sais que moi, je suis tenant de ceux qui voudraient avoir des objectifs chiffrés pour pouvoir évaluer une action, fût-elle sociale, n'est-ce pas? Quels sont les CISP qui ont eu recours donc au service mobile depuis son entrée en vigueur? Est-ce que toutes les font venir? Parce que n'oubliez pas que certaines CISP disposent déjà de quelques équipes d'assistants sociaux. Quelles sont précisément les questions traitées par ces services mobiles auprès des CISP? Quelle est la composition de ces services mobiles? Est-ce qu'elle a été revue depuis sa mise en place et structurée? Votre prédécesseur ou vos différents prédécesseurs auraient déjà commandé un rapport sur l'efficacité de cette équipe, que d'ailleurs nous avions remarqué lorsque nous avons visité la CLRB un jour, êtes-vous donc au courant de cette équipe, de cette étude qui a été commandée par votre prédécesseur pour savoir si l'efficacité de cette équipe de la SALS est encore approuvée ou elle est nécessaire? Pourquoi ne pas envoyer ces assistants sociaux tout simplement dans les CISP? Donc voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Président, ma question. La parole est à Madame la secrétaire d'État Benamou. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Le suivi et les évaluations sont effectués par la cellule coordination du plan d'urgence logement. La mise en œuvre de ce service fait en effet partie d'une des 3 actions du PUL. La dernière réunion entre la SALS et la cellule s'est tenue le 22 mars 2023. La fréquence des échanges, elle est trimestrielle. Compte tenu du nombre de demandes et de dossiers de suivi conjoints avec les 16 CISP, plus de 100 fin mars 2023, le feedback nous paraît positif. Une évaluation du dispositif par l'ensemble des CISP est en cours de préparation avec l'équipe afin de vérifier les besoins du secteur et suivre de plus près l'adéquation du service avec les demandes des CISP. Concernant le recours à ce service, l'ensemble des CISP ont déjà fait appel à l'équipe mobile de santé mentale du SALS. En effet, l'équipe mobile offre un soutien temporaire sur le terrain aux services sociaux des CISP et dans leur contact avec les locataires sociaux qui ont des problèmes de santé mentale, notamment c'est du soutien de première ligne. Elle vise aussi
au maintien dans le logement et à une autonomie maximale du locataire en souffrance psychique et ou psychiatrique. Les problèmes les plus fréquents au moment de la demande d'appui à l'équipe mobile sont les problèmes relationnels, les problèmes psychologiques et ou psychiatriques, l'alcoolisme et ou la toxicomanie, les problèmes sociaux, le respect du contrat de bail et du règlement du logement ou de relogement compliqué à organiser, par exemple en cas de travaux. Concernant la composition du service mobile, le PUL prévoit 2 assistants sociaux avec une expérience dans la santé mentale et un psychiatre 1 ou 2 jours par semaine. La composition actuelle de l'EMSM correspond à ce qui est prévu par le PUL. Cette expertise multidisciplinaire permet de répondre aux besoins du secteur. Et enfin, pour répondre à votre dernière question relative au rapport sur l'efficacité du SALS, je confirme qu'un audit a été effectué lors de la législature précédente. Celui-ci a conduit à un plan de réforme organisationnelle du SALS, comme connu sous le nom de plan Horizon. L'application des conclusions reprises dans le plan Horizon a conduit notamment à la fermeture du service de médiation de dette du SALS, une clarification du mode de répartition des travailleurs sociaux au sein du secteur et aussi la création de la nouvelle convention de partenariat entre le SALS et les CISP. Je vous remercie. Monsieur Mampaka, pour votre dernier mot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je reste persuadé que les assistants sociaux travaillant dans les CISP sont plus proches des locataires sociaux et que peut-être qu'il faut continuer toujours à faire cette réflexion pour savoir si la SALS telle qu'elle est, greffée auprès de la SLRB, a vraiment son utilité dans ces conditions-là. Donc voilà. Alors l'incident est clos, on termine la commission logement. Merci à toutes et tous. Rappel pour la semaine prochaine, donc c'est une visite de terrain. On va voir avec M. Offerman comment est-ce qu'on va pouvoir régler le fait que les collègues néerlandophones puissent aussi participer. Mais quoi qu'il en soit, vous recevrez la convocation, donc pas aujourd'hui mais demain. Ça va parce qu'il faut encore passer quelques coups de fil. Merci pour votre compréhension.